I am an Iron Man. An Iron Man. An Iron Man. I'm an Iron Man. An Iron Man. Iron Man. Ich bin ein Eisenmann. Iron Man. Iron Man. Vous l'avez compris, ils sont tous des Iron Men, des hommes et des femmes de fer. Bonjour, bienvenue sur la Big Island pour ce qui reste le triathlon le plus prestigieux au monde, l'Ironman d'Hawaï, édition 1997. Au programme, beaucoup d'efforts et aussi une distance assez colossale à parcourir. 2,4 miles de natation, soit un peu moins de 4 km. Départ et arrivée à Kailua Pier, sur les quais de Kailua donc. Étape suivante, 112 miles de vélo, soit 180 km. Départ de Kailua Pier, direction le nord, vers l'aéroport Kealoe Airport, puis vers Opulu Point en empruntant la fameuse Queen Kaumanu Highway pour terminer devant le Kulna Surf Hotel. J'y arrive. Et pour ceux qui auront résisté à tout ça, il restera 26,2 miles de course à pied, un marathon, soit un peu plus de 42 km le long de Kailua Bay. Je n'ai pas tout à fait compris ce qu'on m'a dit en régie, mais quoi qu'il en soit, Laurent, c'est vrai que l'Ironman reste la compétition de référence. C'est non seulement la référence, c'est l'essence, c'est la naissance de notre sport, donc en 78 pour le premier Ironman. Et par conséquent, c'est vraiment, aujourd'hui, je pense qu'on va vivre 1h30 d'efforts et de belles performances. Et c'est toujours très bien de partir à Hawaï. Et c'est vraiment, là je suis un petit peu excité, peut-être plus que sur les étapes de Coupe du Monde. C'est un petit peu différent aujourd'hui. C'est vrai que c'est, et comme le prouvent ces images, quelque chose de magique, cet Ironman d'Hawaï, quelque chose qui dépasse très largement le cadre uniquement du sport. C'est vraiment une aventure à tous les niveaux. Oui, c'est sûr, à partir du moment où ça dure au-delà de 8 heures, 6 heures, c'est vraiment, ça dépasse, ça atteint vraiment l'aventure, exactement. I am an Iron Man. Un homme de fer de plus et on a quelques minutes alors qu'on découvre ces très très belles images pour parler un petit peu de ce qui s'est passé l'année dernière. C'est vrai que l'année dernière, c'est un Européen qui s'est imposé ici sur les terres américaines et c'est vrai que ça en a surpris plus d'un. Oui, c'est sûr, surtout que la légende veut que pour la première fois qu'on vient faire les Ironman d'Hawaï, aucun rookie, comme on dit aux États-Unis, n'avait gagné l'Ironman d'Hawaï. Par conséquent, que Luc Van Lier puisse gagner pour sa première participation et en plus battre le record de Mark Allen, la légende vivante du triathlon, puisqu'il a gagné 10 fois Nice et 6 fois Hawaï, ex aequo avec Dave Scott. Ça avait vraiment un petit peu marqué les esprits et ça avait peut-être ouvert la porte à d'autres Européens, puisque seul Greg Welch avant avait pu contrer l'hégémonie américaine. Greg Welch, l'Australien bien évidemment. Alors on s'intéresse aux derniers préparatifs et comme vous l'avez dit, c'est vraiment une aventure. Vous l'avez compris, les préparatifs se déroulent très très tôt le matin. Il fait encore nuit ici, tout simplement parce que la distance à parcourir est colossale. Au total, un peu plus de 140,6 miles, soit un petit peu plus de 226 km. The embers are still lit. You know, the fire hasn't gone out as far as getting on the start line and being out there on race day. Vous l'avez compris, le feu est toujours présent, la volonté est toujours présente après tant d'années sur l'Ironman. Tous les compétiteurs venus du monde entier, vous découvrez ici la charmante Suissesse. Tous les compétiteurs, disais-je, viennent ici pour ce rendez-vous vraiment unique. Non, c'est clair, ça dépasse le cadre des fédérations, les cadres des grands championnats. C'est vraiment la référence. Quand on parle de cette distance, c'est vraiment Hawaï la référence. On avait pu découvrir l'année dernière un athlète atteint du sida qui s'était très bien comporté. Ici on l'a vu, il y a aussi des aventures humaines très exceptionnelles avec des gens qui sont en partie handicapés, avec des gens qui sont aussi très très âgés. Et voilà, vous l'avez compris, si vous voulez être un athlète de très haut niveau, il faut supporter la pression. La pression, eh bien, elle va s'exercer avec beaucoup d'importance ici.
aussi. On vous le disait, beaucoup d'aventuriers aussi, comme cet athlète handicapé qui va néanmoins s'attaquer à cette Ironman d'Hawaï dans sa totalité. Et cet athlète handicapé est un Français qui s'appelle Dominique Benassi et à qui on autorise la combinaison puisqu'il est unijambiste et on lui autorise la combinaison de manière à ce que sa flottabilité soit améliorée. Puisqu'on le verra, la natation aujourd'hui va se faire sans combinaison dans des eaux à 25-26 degrés. Et les voici ces eaux, on vous en parlait, toujours plutôt agréables. Même si l'épreuve qui attend tous ces compétiteurs est tout à fait colossale. On vous le rappelle, le départ de la natation, un petit peu moins de 4 km à parcourir, tout ça sur Kailua Pier, sur les quais de Kailua. Et toujours des très très belles images en présentation pour cet Ironman d'Hawaï 1997. On vous avait promis de vous proposer une version d'1h30, une version assez belle, bien filmée, bien tournée. Et bien, on n'est pas déçu d'entrer avec ces très très belles images, à la fois à l'extérieur mais aussi sous l'eau. On a aperçu Jürgen Zak qui commente aujourd'hui pour la version allemande, bien évidemment, d'Eurosport. Et Jürgen Zak qui faisait partie des très nombreux compétiteurs qui se sont élancés là pour donc 3 km 800 de natation dans les eaux chaudes autour de Kailua. Toujours des images sous-marines à Hawaï qui nous permettent de voir un petit peu la technique de nage des triathlètes et qui sont toujours très très impressionnantes et très jolies. Très impressionnante aussi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de compétiteurs qui partent en même temps et qu'il faut se faire sa place. C'est clair, même si on a vu là maintenant les professionnels, ceux qui sont reconnus comme tels partent un petit peu devant, donc dégager un petit peu de la masse, ce qui leur permet d'éviter de prendre des coups et d'hypothéquer une course d'une telle importance. Mais c'est vrai que malgré tout, 1500 participants, c'est toujours un petit peu bouillonnant au départ. Oui, vous l'avez vu sur ces images, sur le plan de l'hélicoptère, on a vu une première vague, donc les pros, et puis ensuite bien, tous ceux qui s'attaquent ici à leurs limites. C'est vrai qu'on parle souvent de l'Ironman d'Hawaï comme référence, mais il y a d'autres compétitions de ce type un petit peu partout dans le monde, en Australie, en Europe aussi, et que maintenant il y a véritablement un circuit Ironman et Hawaï en restant le fleuron, ce qu'on peut considérer comme entre guillemets les championnats du monde sur le format Ironman. Même si c'est vrai, on sait que la Fédération internationale a un peu de mal à supporter qu'ils utilisent cette appellation. C'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Mais c'est vrai que les différents Ironman, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Roth en Allemagne, à Zurich maintenant, à Lanzarote, sont en fait des points de passage de qualification pour cette course. Donc c'est le signe que cette course est vraiment la référence et l'Ironman avec un grand I par excellence. Vous l'avez vu en ce qui concerne l'état de la mer, il y a un petit peu de houle tout de même, pas beaucoup mais un petit peu quand même, et c'est vrai que c'est l'une des données pour cette édition 1997 avec Bruce Gennari, l'américain, qui pour l'instant est le mieux parti, mais on n'en est qu'au tout début de la compétition avec comme toujours le public qui est venu observer les messieurs et les dames un petit peu partout. Ute Mückel, l'allemande, est l'une des mieux placées devant Wendy Ingraham. Ute Mückel, l'allemande, qui est l'une des grandes spécialistes de ce type de distance. Oui, de la natation en particulier, puisque c'était une ancienne nageuse de haut niveau, avec Wendy Ingraham, qui est connue sur le circuit pour être une nageuse de très très haut niveau. Et on a vu devant Bruce Gennari, qui n'est pas tellement connu, qui est accompagné de Wolfgang Dietrich, qui est l'habitué de la première place à Hawaï, qu'on peut reconnaître à son
son passage de bras droit où il pose le coude un petit peu avant la main. Ah, là, c'est vraiment le coup d'œil du spécialiste. Et à propos d'autres coups d'œil avec le bonnet vert, c'est Jürgen Zach, l'Allemand, qui fait partie du paquet des leaders. C'est vrai qu'à la vitesse où ça va, c'est pas toujours évident de reconnaître les compétiteurs dans l'eau. C'est sûr, sauf certains qui ont vraiment un passage de bras assez particulier. Quand on a l'habitude, c'est vrai que c'est assez facile à reconnaître. Et là, je pense que quand on aura les images de la tête de course avec Bruce Gennari et Wolfgang Dietrich, ce sera tout à fait possible de voir cette particularité de son bras droit. Et si vous apercevez un bonnet argent, eh bien c'est celui de Paula Newby-Fraser. Paula Newby-Fraser, inutile de vous dire, qui a remporté X fois, 8 fois, très exactement, cette Ironman d'Hawaï, donc la plus capée, la plus expérimentée en ce qui concerne les féminines, ici à Hawaï. Et cette année, elle a eu le redoutable honneur de porter le dossard numéro 1, en l'absence de Luc Van Lier, parce que traditionnellement, c'est le vainqueur de l'année précédente qui porte le dossard numéro 1, et là, c'est elle qui a eu cet honneur. Oui, c'est vrai qu'on vous avait parlé un tout petit peu, c'est vrai que c'est un Européen qui s'était imposé l'année dernière, Luc Van Lier, malheureusement légèrement blessé, qui n'a pas pu s'aligner au départ de cette édition 1997. Et là, vous ne la voyez pas, mais c'est Alexandra Paul. Alexandra Paul, pour ceux qui ne connaîtraient pas, eh bien c'est tout simplement l'une des héroïnes de la fameuse série Alerte à Malibu, c'est-à-dire Baywatch pour les autres. L'histoire d'Alexander Paul. Qu'est-ce que vous me disiez, Patrick, tout à l'heure? Je disais que Alexandra Paul était beaucoup plus charmante que ces messieurs. Profitez-en. Baywatch, c'est toujours c'est l'émission la plus regardée au monde. Et cette charmante demoiselle qui se dit que voilà, j'ai été sur le show le plus regardé au monde. C'est plutôt cool. Pour cette année 1997, j'ai préféré privilégier ma carrière d'athlète. Alexandra. Ils ont un petit peu de mal à prononcer son nom, mais croyez-moi, lorsqu'ils la voient, ils vont la reconnaître. Ça va aller mieux. C'est déjà la 4e prise. Le 25e. La 50e. On va peut-être y arriver. Quoi qu'il en soit, c'est tout de même remarquable, parce que c'est vrai qu'on rigole un peu, mais Alexandra Paul, non seulement c'est une actrice qui est connue dans le monde entier, mais surtout elle va vraiment s'attaquer à cet Ironman d'Hawaï et elle s'est préparée. C'est une véritable athlète. Elle s'est préparée, on l'a vu faire le marathon de San Francisco au printemps. Par conséquent, elle s'est vraiment donné les moyens. A priori, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, qu'elle a mis de côté sa carrière d'actrice pour être presque à 100%. Tout à fait. Elle se sent capable de faire tout et n'importe quoi. Et le pauvre garçon se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai été choisi? Je vais jamais m'en sortir. Et vous voyez quelques préparations, entraînements d'Alexandra Paul qui, on vous le rappelle, s'est préparée très sérieusement et physiquement, on s'en rend compte. On a pu voir pas vraiment une plaisanterie. Elle ressent tout de même un petit peu de pression, pas vraiment pour faire une grande performance, mais elle a peur de pas terminer. C'est clair que sur ce genre de distance, la pression est à la fois sur le résultat, mais aussi sur le fait d'aller au bout, et c'est toujours quelque chose qui pèse un petit peu. On vous avait promis un beau cadeau pour les fêtes, et croyez-moi, ce petit passage sur Alexandra Paul, c'est assez culte, c'est même tout à fait culte. Et vous découvrez enfin ces images. On va faire une toute petite pause et on va revenir un petit peu plus sérieusement à la compétition, à cette Ironman 1997 dans un instant. Surtout vous restez avec nous. Cette édition 97 de l'Ironman, un finish après un tout petit peu moins de 4 km. Et vous reconnaissez ceux qui vont sortir les plus rapidement de l'eau. Wolfgang Dietrich en deuxième position, qui pour une fois se trouve avec quelqu'un, donc Bruce Gennari. Oui, Bruce Gennari, l'américain, qui sort en 49-31 à 2 secondes devant Wolfgang Dietrich. Qui n'est pas un temps phénoménal, puisque le record était de 46-44, il y a déjà 2 ans, en 95. Et on voit
voit qu'il n'y a pas de grosse différence. C'est Wendy Ingram qui sort première de l'eau et seulement à une vingtaine de secondes de la tête. Elle sort dans le top 10. Oui, ce qui est absolument hallucinant, c'est que Wendy Ingram, l'américaine, sort en 49,52 exactement, c'est-à-dire le 7e temps confondu, 7e temps avec les messieurs et les dames, en sachant que le premier des messieurs, c'est-à-dire Bruce Gennari, lui est sorti en 49,31, soit 20 secondes simplement plus rapidement que Wendy Ingram. C'est assez impressionnant. Et elle bat le record féminin de l'épreuve. Oui, c'est tout à fait remarquable. Et Ute Muckel, que vous découvrez ici en blanc, qui se ferait un passage au milieu du trafic, elle est sortie en 2e position chez les dames, c'est-à-dire en 13e position au total, en 49,57, devant la 3e des dames, c'est-à-dire Jonah Ziger, en 53,03. Et pour les messieurs, je vous rappelle le trio de tête, Bruce Gennari, l'américain, ça c'est une surprise, c'est un amateur, on ne sait pas trop combien de temps il va pouvoir tenir le choc. En 2e position, en revanche, c'est Wolfgang Dietrich, alors que vous apercevez Jürgen Zak qui est sorti en 22e position en 52,12, donc derrière Gennari, Dietrich et Rukosuev, Alek Rukosuev en 3e position devant TJ Fry. Là, sur cette transition, ce sont des images un petit peu étonnantes qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la sortie d'eau en tête de course d'Hawaï, où c'est un petit peu la panique, où il y a beaucoup de trafic, comme vous disiez, avec des gens qui n'arrivent pas à trouver leur sac, à trouver leurs affaires. C'est vraiment étonnant. C'est carrément la panique. Et ici, c'est Paula Newby-Fraser qui bat sous pavillon zimbabwéen, quoique elle est maintenant américaine. Et en parlant de panique, vous voyez, c'est carrément la panique avec ici... C'est Jürgen Zak, je crois. Oui, c'est Jürgen Zak, le numéro 11, exactement. Jürgen Zak a des petits soucis avec son casque. Très il n'est pas le seul. On n'a pas l'habitude de les voir. C'est vraiment la preuve sans doute que Petit 1 ça n'a pas dû nager très très vite sur la tête de course messieurs, puisque c'est pas pour dévaloriser ces dames, mais d'habitude il y a au moins 2 ou 3 minutes d'écart entre le premier homme et la première femme. Regardez, Jürgen Zak est là, mais on va arriver à me le réparer ce casque, je peux m'en aller. Les autres sont en train de partir. Je peux pas rester ici dans la zone de transition. C'est vrai que c'est totalement paniquant comme situation. C'est clair. Laissez-moi partir, dépêchez-vous. Allez, c'est bon, mon casque, j'y vais. Ah oui, c'est tout à fait. C'est difficile pour Jürgen Zak qui est en train de se dire, mais je suis en train de perdre l'Ironman là. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Son compatriote Thomas Elrig, lui, un petit peu plus serein, avec le dossard numéro 2, et ça c'est plutôt impressionnant. Ça veut dire que c'est un des concurrents très très sérieux, Thomas Elrig. Et Jürgen Zak toujours dans l'expectative, très très frustré de ne pas pouvoir partir. Mais c'est vrai que les commissaires de course ont voulu absolument ils lui ont trouvé un nouveau casque après vérifier que le casque fonctionnait. Voilà, Jürgen Zak qui aurait perdu quelques minutes tout de même. Il n'est pas vraiment très très content, mais fort heureusement il y a quand même suffisamment de temps pour refaire ce petit retard. C'est clair, c'est une longue journée, c'est pas comme sur un courte distance où là la course était définitivement terminée, c'est clair. Natasha Badman, la Suissesse, on vous en parlait, toujours le sourire pour Natasha Badman qui s'attaque à cette Ironman 97. Et on peut voir que malgré l'heure matinale, la température est déjà en train de sévir avec ce qui se dégage du goudron. Là, ça laisse augurer des choses difficiles pour la suite de la compétition. Et pour cette suite de compétition, les Allemands sont plutôt bien placés, alors que vous découvrez ce spectacle toujours assez hallucinant avec ces champs de lave ici sur la Big Island, et pour certains concurrents c'est déjà l'heure des crampes. C'est très étonnant de voir ça dès le début de la compétition. J'ai pris une crampe en sortant de l'eau. Et là, croyez-moi, c'est pas une partie de plaisir, mais fort heureusement pour d'autres, ça va beaucoup mieux. C'est vrai que à la fois c'est vraiment un défi assez hallucinant cet Ironman. Il faut aussi considérer le fait que la plupart des athlètes sont très très bien préparés et que physiquement il n'y a pas de souci à partir du moment où on a su se préparer correctement. C'est clair que maintenant il y a toujours cette dimension aventure, il y a toujours cette pression parce qu'on ne sait pas s'il va falloir aller au bout, il va falloir vraiment dépasser ses limites. Mais c'est vrai que maintenant ça ne se prépare plus au hasard, les choses sont bien codifiées, on sait à peu près où on va dans la préparation, et la plupart des athlètes sont vraiment très très au point. C'est la seule solution pour vivre cet événement correctement.
Vous découvrez ici ceux pour qui ça se passe plutôt bien dans le vélo, avec notamment Thomas Elriegel, le dossard numéro 2, l'Allemand, qui est très bien revenu. Qui est en train de faire la mobilette. Ses copains d'entraînement l'appellent The Machine. The Machine. Et il y a aussi Ken Gla, l'Américain, qui est plutôt bien placé. Lui, on l'appelle The Beast from the East, la bête de l'Est. Et regardez, ça c'est Jürgen qui revient comme un avion. Peut-être un petit peu énervé après ces aventures de casque. Très énervé, très certainement. Et lui, son surnom, c'est Zack Attack. Et Zack Attack, c'est vrai qu'il est revenu très vite. On espère pour lui pas trop vite, parce que, on vous le rappelle, hein, la distance à parcourir est longue, 180 km. On sait que maintenant, même sur ce genre d'épreuve de longue haleine, il va falloir, de longue haleine pour Hawaï, c'est d'actualité, même sur ce genre d'épreuve, il faut être quand même dans le bon paquet, il faut être dans le bon coup pour pouvoir espérer jouer une place à l'arrivée. Alors que du côté des autres concurrents, ceux qui viennent surtout pour terminer, eh bien on continue de sortir de l'eau, aidé par les commissaires de course ici, et on s'en rend compte, hein, c'est-à-dire que plusieurs minutes après le départ des meilleurs, il y a encore énormément de concurrents, et forcément Alexandra Poole, la fameuse héroïne de Baywatch, d'Alerte à Malibu, qui est toujours dans le coup et qui a toujours le sourire, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle a une petite bise avant de partir, oui. Le commissaire en a profité. Elle lui a demandé au passage comment ça allait. Il aurait eu tort de s'en priver. Regardez, alors lui, je peux vous garantir que son Hawaii 97, il va s'en rappeler très très longtemps. Il n'a pas bien compris ce qu'il lui a dit, mais peut-être un petit rendez-vous pour ce soir. Allez savoir. Et on reste du côté des dames avec Wendy Ingraham, l'américaine, qui elle continue son parcours en tête, et ça c'est plutôt une bonne surprise pour cette américaine, d'autant qu'on attendait bien évidemment Paula Newby-Fraser qui est sortie en 6e position. Eh bien, on vous en parlait, la voici, Paula Newby-Fraser qui revient tranquillement mais sûrement sur les dames de tête, et ça c'est Ute Mückel. Voilà, Ute Mückel. Et Wendy Ingraham qui n'est pas une néophyte, qui fait du triathlon depuis déjà beaucoup de saisons en tant que professionnelle, qui est une habituée des premières places à la sortie de l'eau, et qui a déjà fait Hawaï plusieurs fois, et qui devait se retrouver frustrée de se voir toujours leader pendant le début de la course et se faire remonter d'abord en vélo puis à pied par ses concurrentes. Natasha Badman avec un très très beau vélo. Sachez que Wendy Ingraham est californienne et qu'elle nous vient de Walnut Creek, la crique aux noisettes. On peut voir sur ces images que même sur la longue distance maintenant, il y a, même si le drafting n'est pas autorisé, et sur l'arrière du paquet, c'est quand même difficile de faire autrement. Oui, c'est vrai que le drafting n'est pas autorisé, mais ça y ressemble un petit peu quand même, hein. Et là, une des légendes du triathlon aussi, Julie Moss, la femme de Mark Allen, avec les photos d'Hawaï 82, qui a donné envie à beaucoup de gens de faire du triathlon. Et son petit garçon qui lui dit « Maman, je pense que tu vas gagner la course ». S'il a les qualités du papa et de la maman, dans une quinzaine d'années, ça va être quelque chose. Et on revoit ces images dures, hein, ce sont des images très très dures. Ah, on les a tous vues, on les a tous regardées plusieurs fois, ces images-là, quand on a commencé le triathlon entre 83 et 85. I did the Ironman just to finish college. It was my thesis. Elle nous explique qu'elle a fait l'Ironman juste pour fêter la fin de son université, pour terminer l'université. Elle s'était dit je vais finir l'Ironman. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était en tête à ce moment-là, hein. C'était pas au fin fond du classement, elle était en tête de la course. Elle dit que de gagner la course, ça signifiait pas beaucoup, mais ce qui était important pour elle, c'était de pouvoir participer à cet événement et de terminer. Je voulais juste terminer cette course et franchir la ligne en courant. Et c'est vrai, Laurent, ce qu'il faut retenir de ces images, hein, c'est moins la souffrance, mais plus la volonté, la détermination de cet athlète. Oui, tout à fait, c'est ce qui permet d'aller au-delà de ses limites, et là vraiment c'est au-delà des limites, c'est cette faculté de pouvoir se dépasser, ce qui a donné envie à des générations, à une génération de triathlètes de faire ce genre de discipline. Elle nous dit, je pouvais voir la ligne, il fallait franchir cette ligne, je la voyais.
think initially going to Hawaii sort of on a fluke and getting a tremendous amount of attention focused on me, not for winning, but for this incident. Et elle dit que quand elle est retournée à Hawaï, il y avait beaucoup de pression parce que tout le monde se rappelait de cet événement et ça a pris un certain temps avant qu'on oublie un petit peu ça et qu'on retire un petit peu de pression sur les épaules de Julie. Et ce qu'il faut se souvenir pour ceux qui ne connaissent pas cette période-là, c'est que c'était vraiment une des athlètes phares du début des années 80. To just flood me of accomplishing the goal on the day. You know, no matter what the weather, no matter. Vous l'avez compris, quelles que soient les conditions, quel que soit son état, ce qu'il fallait, c'était accomplir la mission. Un sacré couple d'athlètes en tout cas. Hein. C'est clair, c'est pour ça que le petit Matt, s'il a les qualités des deux, on peut directement parier sur qui sera l'un des leaders du triathlon en 2001. Alors en 2000, ça sera peut-être un tout petit peu tôt, mais dans les années 2000, on va dire. d'ici une dizaine d'années. Et vous le voyez, il n'y a pas que l'aventure de Julie Moss, il y a aussi d'autres très impressionnantes aventures. On fait une toute petite pause et on se retrouve ensuite. Vous découvrez ici la famille Jordan avec maman et le petit Jordan qui attendent l'arrivée de papa. Michael ? Non, pas Michael, celui qui est en train de manger des chips, c'est Bill Jordan. Look great. L'un des plus âgés aujourd'hui. Et croyez-moi, du côté de la famille Jordan, on est plutôt fiers. On vient d'entendre le volontaire, le bénévole qui vient de dire il y en a 5000 sur la course, donc il y en a plus que de participants, qui vient de dire you look great. Et donc ça veut dire t'es vraiment génial. Et c'est une constante que j'ai pu retrouver sur les différents Ironman sur lesquels j'ai pu être spectateur, comme à Rhodes par exemple, ou que ce soit le public ou ceux qui sont là pour aider les concurrents ont toujours le petit mot pour encourager, le petit mot pour les pousser à aller plus loin. Et c'est vraiment, quel que soit le type de foulée après sur le marathon, quelle que soit la façon de monter les bosses, c'est toujours you look great. Quoi qu'il en soit, c'est alternance entre le paradis et l'enfer. Le paradis, on a vu un surfeur, l'enfer ici au milieu des champs de lave sous une chaleur écrasante et cette fameuse highway qu'il faut franchir parce que c'est vraiment de la ligne droite au milieu des champs de lave et c'est très très impressionnant cette Queen Kaumanu Highway. Oui, c'est vrai, vous avez raison de signaler la température qui, et on peut voir Jürgen Zak qui demande du ravitaillement, qui cette année était vraiment très très chaude et c'est un des facteurs clés, l'hydratation, tout ce qu'ils vont pouvoir absorber pendant la course et notamment pendant le vélo qui va vraiment déterminer la façon de courir le marathon derrière. Ce qui est impressionnant tout de même, c'est de voir avec quelle énergie, quelle détermination Jürgen Zak est revenu sur tous les leaders en vélo. C'est vrai qu'on l'avait vu, il a eu un petit incident avec son casque, mais on a l'impression qu'il est en train de faire un 40 km, sûrement pas à 180 km. C'est une allure tout à fait hallucinante. C'est pour ça qu'on appelle Zak Attack justement. Et il y en a un autre qui est hallucinant, vous avez vu un gros plan sur sa bicyclette, c'est marqué Hell Drive, c'est une allure d'enfer pour Hell Riegel, le compatriote de Jürgen Zak, 2 Allemands aux 2 premières places. Vous l'avez compris, le drafting est interdit, on le voit bien sur ces images, chacun étant un petit peu de chaque côté de la route, avec Thomas Hellriegel et Jürgen Zak. C'est vrai que les 2 Allemands sont en train de réaliser une colossale performance là. Et on voit Thomas Hellriegel là qui emmène un très très gros baquet, on voit des jambes qui tournent, qui ne tournent pas très très vite, c'est vraiment, le vélo est vraiment leur spécialité bien évidemment, mais c'est le meilleur moyen, on les attendait justement, que ce soit Zak ou Hellriegel sur ce genre de parcours depuis des années déjà, ils ont prouvé qu'ils étaient tout à fait capables de faire ça. Il y en a pour qui ça se passe un petit peu moins bien, hein, malheureusement. Et croyez-moi, changer de boyau sous la chaleur, ici au milieu du champ de lave, c'est pas vraiment ce à quoi ils avaient rêvé. C'est vrai que venir jusqu'à Hawaï, préparer Hawaï et être la victime d'une crevaison, c'est très frustrant. On revient du côté des féminines avec le dossard numéro 57, celui de Wendy Ingraham, l'américaine qui a pratiquement été en tête depuis le début jusqu'à maintenant, mais qui semble un petit peu souffrir hein, tout de même, là, oui. Wendy Ingraham. Elle était dans une portion montante, donc c'est vrai, et puis en plus le ralenti ne nous permet pas de voir exactement son allure. Mais la Paula Newby-Fraser
Madame la reine de Kona, comme on l'appelle, qui n'est pas très très loin derrière. Donc par conséquent, si elle veut rester en tête, elle est obligée de faire l'effort. Et là, vous avez découvert le doux visage de la Suissesse. Toujours avec le sourire. Il a mis du temps à venir. Hein. Ouais, on l'a attendu, le sourire de Natasha Badmann, mais il est venu. C'est vrai que c'est l'une des légendes aussi. Elle est toujours très souriante malgré les efforts qu'elle produit. Et vous découvrez encore ce qui ressemble quand même à un chemin de croix, hein, parce que cette route sous la chaleur, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et vous voyez, eh bien, il y a encore quelques concurrents qui sortent avec le plus âgé des concurrents. Le voici. Plus de 80 ans. C'est totalement impressionnant. 79. John Manning, 79 ans, bientôt 80 pour John Manning. Et malheureusement, la commissaire de course qui lui dit écoutez, vous êtes arrivé hors délai, on est vraiment très très désolé, mais il va falloir que vous arrêtiez là. Et la réponse de Manning, c'était damn. Zut, c'est vrai que c'est très très dommage pour lui, quoi qu'il en soit. C'est déjà un exploit à 79 ans d'accomplir les presque 4 km de natation, alors que pour Jürgen Zach ça se passe très très bien. C'est lui qui mène et qui va passer ce fameux Howie U-turn, le fameux turning point, le point où on reprend l'autoroute dans le sens inverse. Et on va de nouveau découvrir les champs de lave, mais sous un angle très légèrement différent. Et on n'oublie pas de s'hydrater, mais aussi de s'alimenter, bien évidemment. Il faut savoir que le temps limite de sortie d'eau était de 2h20 quand même. Donc 4 km en 2h20, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, même pour quelqu'un de 79 ans. Donc c'est assez logique, assez logiquement je dirais que les organisateurs ont prévu ce genre de temps pour ne pas prendre de risques et ne pas entraîner des gens dans une aventure qui n'est plus une aventure, mais peut-être même plus un chemin de croix, mais vraiment quelque chose de surnaturel au sens où ça n'est plus humain. Tout à fait. Vous venez de découvrir Peter J. Reed, le Canadien, bien placé aussi, mais pour l'instant c'est toujours un duo allemand en tête avec Jürgen Zach et Thomas Elriegel, et aussi avec un retour de l'Australien Chris Lee qui parvient à bouleverser un petit peu la hiérarchie. Et là on voit Lothar Leder qui était attendu sur le groupe de tête et n'est pas sur le groupe de tête. Il a du mal à suivre le rythme qu'imposent ses deux compatriotes allemands. Donc c'est une petite surprise de voir Lothar un petit peu attardé, puisque je vais retrouver ça dans mes fiches et vous le dire tout de suite. Au turning point, il est pointé à déjà plus de 5 minutes. Et en attendant, je vais vous donner son surnom, c'est The Smart One, l'intelligent. Et c'est vrai que peut-être aussi fait-il une course à son propre rythme parce qu'il sent que ça lui convient mieux. Et vous découvrez, pour ceux qui l'ignoraient encore, que eh bien, cet highway se trouve autour des champs de lave. Hein. Et là, oui, le petit sourire de Natacha qui avait eu du mal à venir, on a la confirmation devant nous là. Elle décide d'abandonner. C'est toujours des images difficiles. C'est toujours très très difficile parce que Natasha Badmann, on la connaît depuis très longtemps, c'est une des compétitrices les plus exemplaires, et malheureusement eh bien, elle est contrainte à l'abandon ici, et c'est une image très très triste, alors que c'est toujours Wendy Ingraham qui pour l'instant contre le retour de Paula Newby-Fraser et qui reste en tête. Et voilà, eh bien, c'est ça l'Ironman, c'est ça les longues distances, un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, le paradis, l'enfer, le paradis pour certains, l'enfer pour d'autres. Le paradis, c'est Wendy Ingraham qui n'a jamais été en tête jusqu'à ce niveau de compétition, jusqu'au turning point, et de l'autre côté Natasha Badmann qui l'année dernière avait fait deuxième et qui là se voit contrainte à l'abandon. Donc c'est vraiment cette ambivalence du longue distance. Et toujours avec le dossard numéro 1, Paula Newby-Fraser. Mais définitivement, il n'y avait rien à faire pour Natasha Badmann aujourd'hui. C'est une sage décision, cet abandon. C'est clair, plutôt que d'aller au-delà de ses limites et d'hypothéquer la reprise de l'entraînement pendant l'hiver ou éventuellement peut-être même plus loin, c'est vrai que c'est plus sage de s'arrêter, en sachant qu'elle est arrivée à Hawaï en étant déjà malade et il s'est avéré qu'elle avait un virus. Donc c'est infiniment plus sage de prendre ce genre de décision, même si sur le moment c'est une frustration extrême.
là, on aperçoit notre fameux Jordan, de la famille Jordan. Ici, Bill Jordan. Bill Jordan qui a un petit air avec la moustache de Scott Tinley, pour ceux qui se souviennent d'il y a quelques années. Scott Tinley d'ailleurs qui est toujours dans la course, c'est son 17e Ironman. She gets bigger. Let's see. Emily was a very bright little kid. She was very sophisticated and she was very articulate. La famille Jordan avec Emily. Christmas Day. Nous on a un cadeau, c'est triathlon d'Hawaï sur 1h30. Just a great little kid. Et c'était une enfant merveilleuse, Emily. Et c'est 2 saisons, hein. She got them! I can't believe it! Oh my gosh, even when you're sweaty, that's not the usual. Et un petit bisou, même quand papa est plutôt transpirant. When she was 4, she was diagnosed with leukemia. Quand à l'âge de 4 ans, on a diagnostiqué la leucémie pour Emily. She had actually asked me a few weeks before that, what do you want for your birthday? Et And I quelques said, semaines avant, elle m'avait demandé qu'est-ce que tu veux pour I ton want you to get up anniversaire. and walk out of this hospital. Well, and Je lui avais dit, ben écoute, pour mon anniversaire, j'aimerais que tu sors de cet hôpital. Like, we can't do that. What else do you want? And I said, Mais si je peux pas faire ça, qu'est-ce qui te ferait plaisir? well, you know, Emma, I'd like to get in the Ironman. Ah, j'aimerais bien faire l'Ironman. The Ironman Triathlon Lottery and your daughter Emily, who wrote a very touching letter. You're going to the next competition. Et voilà. Sa fille a envoyé un petit papier pour participer à la loterie de l'Ironman et c'est son papa qui a remporté la chance de participer à cet Ironman. Gift from Emily. And Vous l'avez compris, entre-temps, malheureusement, Emily est décédée et son père in which she said something veut that just terminer rang cet true. Ironman en mémoire d'Emily, une histoire très très émouvante. I'm 5 years old. My dad's name is Bob. He's a triathlete. Et voilà, vous découvrez la lettre d'Emily. Every week since I was 3 weeks old, either sitting in the jogger or riding in the bike trailer. Now my little brother Timothy goes with Dad because I am in the hospital. My brother is 3 months old today. I'm having a bone marrow transplant to get rid of my leukemia. My dad's birthday is in 2 weeks, but I can't leave my isolation room to get him a present. Une lettre lue par le père Jordan, une lettre très très émouvante, on le comprend. And that was on April 24th. And Emily died 5 days later. Et So Emily est décédée le 29 avril. Il reste donc Timothy, le petit frère d'Emily, et la famille Jordan au complet, avec, vous l'avez compris, un but pour le père terminer cet Ironman en mémoire d'Emily. Emily's gift is so precious to me that there's no way I'm going to not finish. And there's no way I'm going to. Le cadeau d'Emily était tellement précieux pour moi que il faut absolument que je termine cet Ironman. On retrouve un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le paradis et l'enfer, sur l'ambivalence de longue distance. Tout à l'heure, on a eu le reportage sur Alexandra Paul qui nous a fait un petit peu sourire et rigoler. Et là, c'est vrai que c'est émouvant au possible. Donc, c'est vraiment toujours la balance entre le paradis et l'enfer. Et toujours des aventures qui dépassent de très loin le cadre purement sportif avec cette aventure pour la famille Jordan. Et on encourage avec tout notre cœur Bill, le papa, afin qu'il termine cet Ironman 1997. Avec une telle motivation, je pense que c'est hors de question qu'il abandonne. On revient
avec les dames. On fait une toute petite pause et on se retrouve ensuite. Dans un instant, la fin du vélo, la fin des 180 km ici à Hawaï sur la Big Island avec, comme on vous le disait, toujours les Allemands très bien placés du côté des messieurs et du côté des dames. Eh bien, Wendy Ingraham est plutôt en très grande forme puisqu'elle mène pratiquement depuis le début. Mais attention, parce que ça revient assez vite derrière avec notamment la Canadienne Laurie Bowden et aussi la Californienne Sian Welsh, sans oublier bien sûr Paula Newby-Fraser. Qui n'a pas forcément l'air au mieux là, puisque c'est assez étonnant de voir Laurie Bowden la dépasser aussi facilement, alors que Paula, avec sa grande expérience, sait comment on doit prendre le vélo à Hawaï et sait comment faire l'écart avec ses concurrentes. On a pu voir tout à l'heure sur le plan latéral les cuisses de Wendy Graham qui sont très affûtées, donc elle s'est vraiment préparée pour cette course. Ça a été vraiment l'objectif de sa saison a priori. Et c'est vrai qu'on a vu Paula Newby-Fraser attaquer un petit peu en début de vélo, on s'attendait à ce qu'elle revienne et puis finalement ça se passe pas, elle ne revient toujours pas et c'est, comme vous le disiez, peut-être un signe, alors que pour Jürgen Zak, lui, eh bien, il a fait quasiment la même chose, c'est-à-dire qu'il a attaqué alors qu'il était en retard, mais il a rattrapé rapidement les autres et depuis le début il est pratiquement seul en tête. Jürgen Zak, pour l'instant ça va très bien, des Allemands qui sont peut-être en passe de remporter ce triathlon d'Hawaï édition 97. On vous le rappelle, c'est un Belge qui s'est imposé l'année dernière et pourquoi pas un Allemand cette saison. C'est vrai que les Allemands deviennent carrément les maîtres des longues distances en Europe depuis quelques années maintenant. Oui, tout à fait. J'en discutais il y a quelques années avec Wolfgang Dietrich, qui était aussi un spécialiste de courte distance, mais pour avoir la reconnaissance en Allemagne, pour être reconnu en tant que triathlète professionnel, pour avoir des sponsors, c'est avant tout le longue distance. Et on peut voir justement tout l'engouement populaire et commercial qu'il y a autour du triathlon de Roth. C'est vraiment la preuve que les Allemands sont complètement motivés et surtout motivés par le longue distance. Vous venez d'apercevoir Pierre-Alain Frossard avec le numéro 16, le Suisse. Et ici, c'est Jean Moureau. C'est bien ce qui me semblait, Oui, le Jean Belge Moureau, qui le est là depuis des années. Je vais peut-être dire une bêtise en disant 10-12 ans, mais je crois qu'au milieu des années 80, il venait déjà faire Hawaï, à une collection de places dans le top 20 assez impressionnante. Et le numéro 44, c'est celui de Chris Lee, l'Australien. On vous disait qu'il revenait pas mal, l'Australien de Melbourne. Eh bien, pour l'instant, il est parmi les hommes de tête. Avec Ken Glas juste derrière, donc ils sont bien placés puisque visiblement Jürgen Zek est parti tout seul. Oui, Jürgen Zek sera le premier à rentrer dans la zone de transition, mais derrière c'est vrai que ça a changé un petit peu. Ouais, Thomas Edrigel, on pouvait prévoir peut-être avant qu'il puisse garder le rythme de Jürgen jusqu'au bout pour assurer une transition et un marathon sur la tête de course. Il a préféré laisser partir son compatriote, ce qui a permis à Chris Lee et à Ken Glas de revenir. Et ils vont probablement poser le vélo tous les trois. C'est sans doute une tactique de Thomas qui a un petit peu, je pense, réfléchi sur ses deux premières pas échecs ni semi-échecs, puisqu'il a fait 2 fois deuxième, mais toujours en faisant un vélo énorme et derrière en ayant du mal à terminer à pied. Et là, du côté des dames, eh bien, ça change un petit peu, même si on aperçoit toujours le physique très impressionnant de Wendy Ingraham. Et on a pu voir Paula sur ce plan de près, qui fait la grimace, qui est obligée de se mettre en danseuse, qui relance, qui visiblement a du mal à trouver son rythme, a du mal à être en jambes. Ouais, elle n'est pas à l'aise, Paula Newby-Fraser, alors que du côté des messieurs, eh bien, c'est Jürgen Zak qui continue son festival. Et la question qu'on peut se poser quand même à ce moment-là, c'est est-ce que Jürgen Zak n'a pas puisé un petit peu trop dans ses réserves, parce qu'il a vraiment beaucoup donné, et on aura la réponse en suivant la suite de la compétition, alors que du côté de son compatriote Thomas Elrigel, on est plutôt bien placé aussi. Thomas Elrigel qui devrait être le 3e à rentrer dans la zone de transition.
deux Allemands encadrant Chris Lee, l'Australien. Ici, c'est Jürgen Zak. On a vu le temps vélo de Jürgen qui est de 4h45 minutes, ce qui est plus de 20 minutes. Je vais faire une répétition, plus de 20 minutes en plus du temps de l'année dernière et des années précédentes. C'est que les conditions étaient vraiment très difficiles de par la chaleur et probablement de par le vent on a pu le savoir après, qui a tourné pendant la course et ils l'ont eu pendant les 3/4 du temps quasiment de face. Ce qui explique ces temps qui sont très très moyens par rapport aux années précédentes. Et voilà, c'est parti pour Jürgen Zak. On va attaquer le marathon tranquillement. C'est une bosse, hein, là c'est une montée juste à la sortie du parc. Hein. Justement, à la sortie de l'hôtel. Comment s'appelle-t-il cet hôtel déjà? Voilà. Vous me demandez quand il y a quelque chose. Cola Surf Hotel. C'est un peu étonnant de trouver Chris Lee, le protégé de Mark Allen, donc c'est l'homme qui monte sur ces distances, sur ces longues distances. Thomas Elriegel en deuxième position, c'est quelque chose de tout à fait prévisible. Mais Ken Glass, ça faisait des années qu'on ne l'avait pas vu à pareille fête, je dirais, en jouant la deuxième place pour l'instant, en étant à portée de fusil de Jürgen Zek. C'est le retour de cet Américain qu'on n'avait pas vu dans les classements dans le haut du classement depuis plusieurs années. Et il a une expérience phénoménale puisqu'il est sur le circuit depuis plus de 12 ans aussi. Oui, celui qui a été le plus vite en vélo, c'est donc Jürgen Zak, l'Allemand, en 4h45 et 33 secondes devant Chris Lee, l'Australien, 4h47. Thomas Elriegel réalise le troisième temps du vélo, lui aussi en 4h47, devant Ken Glass, l'Américain, et Timothy DeBoom, encore un Américain. Il ne faudrait pas oublier Wolfgang Dietrich qui a réalisé lui aussi un bon chrono. Donc la question qui se pose maintenant sur ce marathon, ce plan d'hélicoptère est assez génial parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une chape de plomb sur ces athlètes, qu'il y a quelque chose de pesant. C'est le cas. Hein. Et la question qui va se poser, c'est ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à l'hydratation et à l'alimentation, puisque les conditions sont un petit peu extrêmes cette année, enfin un petit peu est un doux euphémisme, savoir lequel a pu s'alimenter correctement, lequel a pu s'hydrater correctement, lequel a été le plus sage, et voir qui va pouvoir surmonter ce marathon dans les meilleures conditions. Et ce sera probablement lui le vainqueur, car les défaillances sur ce genre de course sont tout à fait impressionnantes. Ouais, vous avez compris le défi. Pour l'instant, on a très légèrement en tête Jürgen Zak. Et puis derrière, on s'organise avec Thomas Elriegel et d'autres. C'est vrai que ça va être difficile parce que Jürgen Zak est pratiquement seul au monde là, s'attaquer à un peu plus de 42 km de course à pied, et derrière on peut un petit peu s'entraider à 2-3. C'est vrai, mais il est vrai aussi que Jürgen a prouvé cette année qu'il était de nouveau capable de courir vite sur marathon, puisqu'à Roth il a fait un extraordinaire marathon. Il a fait partie de ceux qui ont battu le record du passé sous les 8 heures et le record de Lothar Leder de l'année précédente. Donc derrière on peut aussi converger un petit peu en se disant Jürgen maintenant est capable de courir, donc il va peut-être pas trop falloir tergiverser, peut-être qu'il va falloir quand même attaquer un petit peu, mais c'est vrai qu'à 3, trouver le rythme est plus facile que tout seul. Vous avez pu suivre nos différentes aventures, celle plutôt souriante d'Alexandra Poole, la star de Alerta Malibu, et puis celle beaucoup plus émouvante de la famille Jordan, sans oublier ceux qui sont ici pour la victoire, à l'image de Jürgen Zak. Jürgen Zak qui a réalisé une portion vélo absolument hallucinante et qui est parti là, tel un seul homme, pour tenter de franchir la ligne d'arrivée en tête, mais il reste encore de très nombreux kilomètres et on vous l'a dit, derrière la résistance s'organise, à l'image de cet homme, Thomas Elriegel, lui aussi allemand, lui aussi désireux de remporter cette édition 97 de l'Ironman et d'être le deuxième européen à franchir la ligne en vainqueur. Thomas Elriegel qui est en train de lâcher ses camarades de course à pied. Ça, c'est plutôt une mauvaise surprise pour eux et une bonne surprise pour lui. C'est vrai, on peut le voir, c'est le seul qui a un rythme pour l'instant qui correspond un peu aux images qu'on avait l'habitude de voir les années précédentes, notamment avec Mark Allen, avec Luc Van Dierd, avec Greg Welch quand ils ont gagné. Et les autres, on a vraiment l'impression que le poids du vélo est là, est présent dans les jambes, et les conditions climatiques le sont aussi.
Oui, il faut pas oublier que c'est vrai que ça va un petit peu moins vite cette année. D'abord parce qu'il y avait un petit peu de houle tout de même et qu'au niveau de la natation on a perdu quelques minutes. Et puis ensuite, vous le disiez, à la fois la chaleur et le vent, bref, tout ce qu'il faut pour pas aller très très vite. Du côté des dames, ça va toujours bien, merci pour la charmante américaine Wendy Ingraham qui est toujours en tête. Mais derrière, vous voyez, ça revient pas mal avec enfin Paula Newby-Fraser avec son dossard numéro 1 actuellement en 3e position. Et Laurie Bowden juste devant elle. Une petite surprise aussi de l'avoir à pareille fête en 2e position. Là c'est jour de fête pour Wendy Ingraham parce que c'est la première fois qu'elle sort en tête de la 2e transition. Donc il va falloir voir comment elle va gérer un petit peu la pression des poursuivantes, la pression de ne pas partir trop vite sur le marathon et vraiment gérer complètement son allure de course. On peut même sur ce genre de distance céder un petit peu à l'euphorie et justement sur ce genre de distance c'est probablement une erreur. Avec Laurie Bowden le long de Kailua Beach. Et Paula qui grimace. Ouais, ça va pas vraiment bien, même si elle est parmi les meilleures pour l'instant. On se rend compte qu'elle puise vraiment beaucoup dans ses réserves, peut-être trop. Elle n'est pas dans son état normal pour la Newby-Fraser, alors que Wendy Ingraham, on a envie de dire, elle n'est pas non plus dans son état normal parce qu'elle a rarement été aussi bien placée. Paula en 3e position à l'entrée au départ du marathon. Sur ce genre de course, c'est très rare. Elle est habituée à poser le vélo en tête et ensuite à assommer ses adversaires sur le marathon. La voici. Oh oui, oh là là. Oui, aïe, 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 aïe. Que les jambes sont raides. Transition difficile, c'est assez rare d'habitude, elle sait exactement où sont ses affaires, elle rentre dans la tente, sans précipitation mais en allant très vite malgré tout. Là c'est un petit peu plus hésitant. C'est vrai qu'elle a fait l'effort aussi en fin de parcours vélo pour sortir, enfin pour arriver dans la zone de transition avant Laurie Bowden. Laurie Bowden qui a l'air un petit peu paumé aussi, mais donnez-moi la direction dans laquelle je dois me changer. Et voici toujours Wendy Ingraham. Avec son dossard numéro 57. Il semblerait que ce soit Sian Wells qui soit revenu sur Laurie Bowden et Paula Newby-Fraser. On va essayer de voir son numéro de dossard pour en être sûr. Sian qui est la femme de Greg Welch. Greg Welch, oui. C'est vrai c'est assez intéressant aussi parce que c'est l'un des rares sports, le triathlon, où on trouve autant de couples qui pratiquent ensemble. Comme quoi, une fois de plus, c'est plus que du sport, c'est vraiment une aventure, le triathlon. Et là, une aventure pour la famille Welch, alors que pour Wendy Ingraham, ça se passe toujours très très bien. On espère pour elle que ça va se passer comme ça jusqu'au bout. Et c'en est de même pour Jürgen Zeck, l'Allemand. Pour l'instant, un Allemand en tête, Jürgen Zeck, une Américaine en tête, Wendy Ingraham. On va faire une toute petite pause, l'une des dernières, et puis on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette édition 1997 du triathlon d'Hawaï, l'Ironman d'Hawaï. On découvre la foulée de Jürgen Zeck, un petit peu à la peine là parce que c'est la grimace du côté de l'Allemand. Et ça aussi c'est un signe qui ne trompe pas lorsqu'on commence à regarder sa montre un petit peu trop souvent. Petite inquiétude là. On sent son pas un petit peu lourd effectivement. C'est sans doute ses efforts en vélo, le fait d'avoir perdu un peu de temps à la transition, de forcer pour revenir sur la tête de course, puis ensuite de sortir tout seul. Probablement ce qu'il est en train de payer maintenant. Et Thomas Hellriegel, lui, revient. Regardez ce plan très impressionnant avec en tout premier plan Thomas Hellriegel et puis plus loin devant, telle une cible. On a vu Jürgen Zeck, alors que Paula Newby-Fraser, elle, est en train de faire un bel effort, de produire un bel effort. Wendy Ingraham qui avait mené depuis le tout début.
Et puis Heather Furr, la Canadienne, qui revient très très vite elle aussi en 3e position. Probablement la plus impressionnante au niveau du rythme. Même si là on ne voit pas ses jambes, le paysage qui défile derrière, c'est le signe d'une vitesse et qu'elle doit bien se sentir à pied pour l'instant. Oui, et il y en a un qui se sent très très bien à pied, c'est Elriegel, Thomas Elriegel, qui revient petit à petit, on l'aperçoit de temps en temps, mais qui revient petit à petit, mais sûrement, très sûrement, sur Jürgen Zak. C'est un peu le duel entre les deux Allemands. Au premier plan, Jürgen Zak en rouge qui est en train de souffrir, et puis celui qui va très certainement le passer dans un instant en jaune, c'est Thomas Elriegel. Voilà qui est fait. Vont-ils échanger un regard? Jürgen va peut-être essayer de prendre le rythme de son compatriote, ce qui serait pour lui probablement la certitude d'assurer sa 2e place. Mais j'ai l'impression que du côté de Thomas Elriegel, on a décidé de mener sa course sans merci, sans pitié. Et très sagement, puisque sur le vélo il n'a pas suivi le rythme, il était confiant dans sa course à pied, et peut-être confiant dans la probabilité de pouvoir rattraper Jürgen relativement facilement sur la partie pédestre. Et là aussi c'est assez intéressant parce que comme vous le disiez, c'est vrai que hormis le contre-exemple de la saison dernière, souvent il faut participer à 2-3 Ironman à Hawaï avant de trouver le bon dosage et de trouver la solution parfaite pour s'imposer. C'est clair, l'exemple type est vraiment Mark Allen qui a mis plus de 5 courses avant de pouvoir gagner pour la première fois et pouvoir battre Dave Scott. Il a gagné son premier Ironman d'Hawaï en 89 et il a commencé à y participer en 82. Donc c'est vraiment, et là on voit Paula aussi qui malgré sa grande expérience est vraiment pas dans un grand jour. Elle est en train de craquer complètement parce qu'elle avait fait l'effort pour revenir en tête pour la Newbie Fraser, mais là ça ressemble bien à la fin pour elle parce qu'elle marche encore, elle a peut-être encore l'espoir de terminer cette course, mais elle repart d'ailleurs, mais c'est un signe qui ne trompe pas, très certainement pour la Newbie Fraser qui ne s'imposera pas pour la 9e fois ici lors de l'Ironman d'Hawaï, alors que du côté de Wendy Ingram, eh bien on tient toujours bon. Même si elle aussi montre quelques signes de fatigue, sa foulée est beaucoup moins souple qu'au début, moins d'amplitude, moins de souplesse, à l'image un petit peu de la foulée de Paula Newby Fraser, les deux femmes étant très très fatiguées et contraste colossal avec l'une des concurrentes qui est exactement la réplique de Paula Newby Fraser, mais à une allure totalement différente, et cette allure, eh bien, c'est celle de Heather Furr, la Canadienne. Partenaire d'entraînement de Paula Newby Fraser. Même sponsor, même façon de s'habiller, exactement la réplique, ce que vous disiez. Donc c'est peut-être, on a peut-être devant les yeux là une passe d'armes. C'est l'ancienne qui a donné toute son énergie à la nouvelle et qui lui a permis, grâce à son expérience, à tout ce qu'elle a pu lui apporter pendant l'entraînement, de pouvoir gérer correctement la course et peut-être d'aller au bout en victorieuse. Ouais, c'était un beau passage de témoin entre l'ancienne et la nouvelle génération. Et ma foi, autant que ça se passe comme ça, parce que c'est encore la plus belle des manières. Alors que vous le découvrez, le soleil s'est un petit peu caché derrière les nuages qui commencent à prendre place et à s'installer ici sur la Big Island d'Hawaï. Wolfgang Dietrich, qu'on n'a pas l'habitude de voir en blanc, c'est assez rare, qui a l'air de souffrir un petit peu aussi. Et toujours, j'ai envie de dire presque continuellement, s'hydrater, s'alimenter. Lothar Leder qui a posé le vélo un petit peu loin, mais qui est en train de faire un marathon assez exceptionnel et qui va le voir grappiller des places au fur et à mesure.
passer de la 12e place à la 8e, puis aller chercher la 5e place. Il est en train de remonter à vitesse grand V. Alors, et les Allemands qui sont en train de réaliser un parcours absolument hallucinant parce que l'homme de tête, c'est lui, Thomas Elriegel, un Allemand. En deuxième position, il y a Jürgen Zach. Et regardez, il a pris le drapeau, il se dirige tranquillement, mais sûrement vers sa première victoire, la première victoire d'un Allemand ici à l'Ironman d'Hawaï après 2 échecs. Il avait terminé 2 fois aux deuxième position, des échecs très très relatifs, hein, on est bien d'accord. Il va très certainement s'imposer, alors que pour Paula Newby-Fraser, c'est vraiment la fin cette fois. Ce reportage est vraiment le contraste entre le bien et le moins bien et le pas bien du tout. C'est vraiment marrant, là, Thomas Elriegel qui en passe de franchir la ligne d'arrivée en vainqueur, et la légende féminine d'Hawaï qui est en train d'abandonner. Ouais, non mais c'est comme on l'a dit, hein, c'est tout le paradoxe d'Hawaï, c'est l'enfer et le paradis réunis à un endroit, le Big Island d'Hawaï, avec des aventures parallèles mais très différentes. Et on le voit là, malheureusement pour la Newby-Fraser, c'en est terminé, alors que les vagues continuent eh bien, de se casser sur la plage de Kailua Beach, et que du côté eh bien, on revoit ces images avec Paula Newby-Fraser qui a remporté, on vous le rappelle, 8 fois cet Ironman. Non, cette fois, je ne suis pas en état de continuer. Très très marqué pour là. Et ça, après le vélo ça allait, mais quelque part dans un coin de ma tête je me rendais compte que j'étais pas vraiment dans mon état normal, et quand Laurie est passée, eh bien là j'ai compris que c'était pas mon jour. Et il y en a une autre qui souffre, même si ça va mieux pour elle, c'est Ingraham, l'américaine, qui est en quête d'hydratation, en quête de refroidissement. Oui, là, parce qu'elle a quand même déversé les 3/4 de sa bouteille dans sa casquette, et ça, c'est pas forcément un bon signe non plus. Ça veut dire que vraiment, là, elle est un petit peu en sur-régime. En tout cas, la température est un petit peu trop élevée au niveau de son organisme. La foulée toujours aérienne de Idafour qui est en train de faire une remontée vraiment phénoménale. Et en parallèle, on voit en blanc Lothar Leder. Lothar Leder qui lui aussi a fait une très très belle remontée. Il est en train visiblement de prendre la 3e place à Peter Reid a priori. Oui, Peter J. Reid, le Canadien, qui vient de se faire passer par Lothar Leder, alors que Jürgen Zach, lui, pour sa part, est toujours en 2e position. Vous le découvrez, Jürgen Zach qui a fait un parcours vélo hallucinant, et que, eh bien, toujours avec le drapeau, c'est Thomas Elriegel, les Allemands qui sont en train de réaliser carrément la passe de 3, hein, les 3 sur le podium, avec Thomas Elriegel, voilà, là il n'y a plus de doute, c'est lui le vainqueur de l'édition 1997, l'Allemand Jürgen Zach. Et bien les Européens se seront imposés ici à 2 reprises, 2 années consécutives. En 1996, c'était un Belge qui s'imposait. En 1997, ce sera un Allemand, Thomas Elriegel, après Luc Van Lierde. Et Thomas Elriegel qui se retourne et qui jette un petit coup d'œil, il a l'air de dire mais non, il n'y a personne derrière. Parce que 2 ans de suite, une fois Mark Allen en 95, une fois Van Lierde en 96, était revenu dans les 2 derniers ou dans le dernier kilomètre. Et là, c'est vraiment, il est en train d'exorciser son fantôme en disant là aujourd'hui, il n'y a personne, c'est bien moi. Eh bien, le 3e essai aura été le bon pour Thomas Elriegel qui s'impose, le grand vainqueur de cette édition 1997 de l'Ironman d'Hawaï. Et croyez-moi, cette victoire, il la savoure, Thomas Elriegel. Pas plus marqué que ça, hein, tellement heureux d'avoir terminé parfaitement préparé. Une course qu'il a menée de façon très très intelligente, en sachant aussi bien doser ses efforts, et notamment en sachant être patient lors du vélo. Et en 2e position, eh bien comme quoi 3, c'est le chiffre pour les Allemands aujourd'hui, puisque c'est, regardez, très large sourire pour Jürgen Zach, pas du tout déçu de terminer en 2e position derrière son compatriote. Et très certainement, on peut vous l'annoncer, en 3e position, eh bien ce sera encore un Allemand, Lothar Leder. Non seulement l'Europe s'impose, mais l'Allemagne prend les 3 premières places. What was different in this marathon compared to your last 2? Qu'est-ce qui était différent lors de cette édition? J'ai utilisé mon expérience des années précédentes. J'ai plus d'expérience et ça m'a aidé pour ce parcours.
C'est clair, c'est ce que vous disiez juste quand il a franchi la ligne. Il a vraiment analysé ses deux deuxièmes places, il a été capable d'en tirer les leçons et d'une part d'adapter sa préparation et d'autre part de gérer sa course au mieux. Et bien voilà, Lothar Leder prend la 3e place de l'Ironman des championnats d'Allemagne. Non, l'Ironman d'Hawaï. Il a l'air de dire c'est bon, hein, là j'en pouvais plus, ça tombe bien, je viens de franchir la ligne. Quoi qu'il en soit, et on le répète parce que c'est vraiment tout à fait exceptionnel, les Allemands prennent les 3 premières places lors de cette édition 97 de l'Ironman d'Hawaï, alors que du côté des dames c'est pas tout à fait décidé, mais que du côté de Wendy Graham, vous le voyez, il y a la menace à droite de l'écran et cette menace se nomme Heather Furr, la Canadienne qui est en train malheureusement de passer dans la toute dernière portion, est en train de passer Wendy Graham. Oui, Wendy Graham a passé, on va dire, quasiment 90% de la course en tête. Et là, dans les derniers kilomètres, elle voit fondre sur elle celle qui va faire le meilleur temps en course à pied et qui va faire le 2e ou 3e meilleur temps de l'histoire sur le marathon. Et c'est vraiment sans coup fait rire. Et une fois de plus, c'est le contraste entre ce qui se passe bien et ce qui se passe moins bien. On a vu tout à l'heure l'Allemand s'imposer et expliquer que par 2 fois il avait échoué de très très peu, et on comprend sa frustration, on la comprend encore mieux lorsqu'on voit ça, c'est-à-dire Wendy Graham qui mène 85-90% de la course en tête et puis qui se fait passer par Heather Furr. Rien n'est déterminé, mais là Wendy Graham dit j'y peux rien, j'ai tout donné, on va voir comment je vais arriver et à quelle position, mais là je ne peux pas aller plus vite. La réponse pour savoir qui va s'imposer chez les dames, et bien juste après le break. Les dames, mais en particulier cette Canadienne qui va très certainement s'imposer, Heather Furr. Ça sera sa première victoire dans l'Ironman d'Hawaï pour Heather Furr, la Canadienne, elle aussi plutôt tout sourire. Heather Furr qui a réalisé une course, ma foi, très très bien gérée, alors que malheureusement ça s'arrange pas du tout pour l'américaine Wendy Graham. Wendy Graham qui, lorsqu'elle a été passée par Heather Furr, lui a dit it's all yours, la course est à toi maintenant, vas-y. Et c'est vrai que malheureusement pour Wendy Graham, elle est très très éprouvée. Elle est en train d'essayer de prendre des forces, de prendre tout ce qui se présente, de l'eau, des boissons énergétiques, des glaçons dans la casquette. C'est vraiment le signe qu'elle est très 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 limite. Je pense que de plus, au moment où elle s'est fait passer, elle a dû en prendre, elle avait déjà probablement un petit coup physique, mais en plus elle a dû prendre un gros coup mental. Alors regardez la difficulté avec laquelle elle court maintenant. Hein. C'est vrai les jambes sont lourdes, hein, c'est clair. Elle est au bout, on a vu quelques drapeaux à la feuille d'érable derrière. Et c'est vrai que ces drapeaux vont flotter puisque c'est Heather Furr, la Canadienne, qui est en tête et qui va s'imposer. La voici avec ce fameux drapeau. Heather Furr, 29 ans. Elle va avoir couru le marathon en 3h06. Et une petite comparaison avec les garçons, Jürgen Zak qui termine 2e lui a couru en 3h01. Donc elle a couru juste 5 minutes moins vite dans des conditions, on l'a dit tout à l'heure, des conditions de course qui étaient très très difficiles. Elle va avoir une avance d'un quart d'heure par rapport au 2e temps course à pied. C'est absolument hallucinant le parcours réalisé par Heather Furr. Regardez avec quel état de fraîcheur elle franchit la ligne en 9h31 minutes et 43 secondes. Heather Furr, première victoire pour la Canadienne ici aux États-Unis sur la Big Island d'Hawaï. Ça vaut bien quelques larmes pour Heather Furr qui n'en revient pas de cette victoire. Et en 2e position, une autre Canadienne. Si les Allemands ont réalisé le trio 1, 2, 3, les Canadiennes vont faire 1 et 2. C'est déjà tout à fait admirable, avec un petit piercing au niveau du belly button. Ça s'appelle en français le nombril. Et Laurie Borden, comme quoi, qui franchit la ligne, ça ne l'aura pas gêné. En 2e position, Canada 1 et 2 avec Furr et Borden. Podium complètement inédit. Champion in the history of the sport, Paula Newby-Fraser, was in the process of being withdrawing from the race. She stood there by the side of the road and it was as if she knew. Et c'est la première fois qu'on a vu ça, la championne en titre qui a dû se retirer. Comment vous avez vécu ça? Well,
and she's a smart lady, and she Ah, vous knows. savez, elle est intelligente. I guess when you train with a person every day, you see the potential. And Quand on s'entraîne avec quelqu'un tous les jours, on se rend compte de son potentiel. you know, she knows what I can do. Elle savait que j'étais capable de faire ça, elle avait confiance en moi. C'est vrai, on vous le rappelle, hein, c'était un petit peu le passage de témoin entre Heather Furr qui s'entraîne avec Paula Newby-Fraser. Heather Furr qui s'impose donc devant sa compatriote Lori Bowden. Et en troisième position, eh bien, ça sera une Brésilienne sûrement qui va s'imposer. La Brésilienne, enfin quoique, il faudra voir, mais elle est bien placée, Fernanda Keller. C'est Cheyenne Wells qui visiblement, à l'image de Wendy Ingram, a quelques petits problèmes pour terminer. Cheyenne Wells, la Californienne, 31 ans pour elle, et elle est en grande difficulté. Elle regarde derrière parce que elle a peur que ça revienne et elle est obligée de s'asseoir. Ça nous rappelle Tout à fait, oui. les images qu'on a vues un petit peu plus tôt. Juste avant, oui, de Julie Moss en 1982 qui a fini sur les genoux et sur les mains. Mais c'est vraiment le signe que cette édition était vraiment très très difficile. On a vu le temps des garçons qui est de 8h03, donc une demi-heure par rapport au meilleur temps de l'épreuve. Le temps des filles qui est de 8h33, pardon. Et les filles 9h31, ce qui correspond à plus d'une demi-heure par rapport au record de l'épreuve. C'est donc que cette course était très très difficile par rapport au vent, par rapport à la température, donc les conditions climatiques difficiles. Mais regardez cette volonté, puis derrière, et puis derrière ça va pas vraiment mieux. C'est une fois de plus, hein, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la volonté de ces athlètes, être capable comme ça d'aller jusqu'au bout de l'effort physiquement. C'est vraiment. Là, ce qu'il faut dire, c'est que la ligne d'arrivée, elle est là. Hein. Mais oui, les pots de fleurs, là, ils symbolisent vraiment les 20-25 derniers mètres. Et on a l'impression que l'américaine Wendy Ingram, qui a été en tête depuis le début, c'est un finish. C'est la troisième place du podium qui joue là. C'est vraiment très très impressionnant. Regardez, on a l'impression qu'elle patine pratiquement. Ah oui, mais ça c'est clair. Là c'est 10 mètres, la moquette c'est les 10 derniers mètres. Il reste 10 mètres à franchir. Là, et regardez vraiment... avec le drapeau brésilien, malheureusement. C'est un des Brésiliens qui termine et là on sait pas si... Là c'est vraiment la tête qui dit oui et le corps qui dit non. Le corps dit non, la tête elle dit je veux franchir cette ligne et la tête, le corps il dit non je veux pas et ça va se terminer à quatre pattes et c'est vrai, vous l'avez dit, entre temps Fernanda Keller est passée et ça n'est pas la première fois qu'elle fait ça quand on se souvient d'il y a 2 ou 3 ans quand Paula Newby-Fraser avait connu sa différence aussi. Regardez cette image de Wendy Ingram qui attend Cheyenne Wells chez les commissaires qui l'aident à franchir la ligne. Un finish absolument hallucinant. Hein, oui, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de choses, ce genre de défaillance, c'est pas quelque chose de grave, c'est simplement une déshydratation un petit peu avancée, une hypoglycémie, donc 1 heure sous perf et on n'en parle plus. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, la façon dont elles se sont alimentées, la façon dont elles ont pu boire et s'hydrater pendant la course qui détermine justement la possibilité d'aller jusqu'au bout. Et vu les conditions dans lesquelles se sont effectués ce triathlon, ça a été le facteur déterminant par rapport à la performance. On va rappeler les résultats tout de même. Sachez que c'est donc Thomas Elriegel qui s'impose chez les messieurs devant Jürgen Zeck et Lothar Leder, les Allemands qui réalisent la passe de 3. Sachez que le premier français est très bien placé, c'est René Rovera en 13e position. Temps total 8h52 minutes et 59 secondes. Et comme vous le disiez, hein, ça va mieux tout de suite après. Dès qu'on a passé la ligne, vous avez vu le visage souriant de Wendy Ingram qui malheureusement devra se contenter de la 4e place. C'est Heather Furr, la Canadienne, qui s'impose devant sa compatriote Lori Bowden. En 3e place, c'est la Brésilienne Fernanda Keller qui a passé la ligne au dernier moment devant Wendy Ingram et Cheyenne Welch, les 2 Américaines. Un petit mot sur René Rovera peut-être, qui améliore son classement par rapport à l'année dernière d'une place puisqu'il avait fait 14e. René est canois, c'est un petit nouveau on va dire, même s'il n'est pas tout jeune dans le triathlon et surtout dans le triathlon longue distance. Cette année il est vice-champion de France de longue distance et c'est vraiment quelqu'un de sympa que j'ai rencontré à Saint-Jean-de-Luz et qui est comme on le surnomme le gouacheur. C'est quelqu'un qui est toujours prêt à aller jusqu'au bout de lui-même, même pendant les entraînements. Il est entraîné par Gérard Honora et c'est quelqu'un qui sur ce genre d'épreuve est vraiment l'archétype du guerrier, de celui qui va aller pousser ses limites, de celui qui
qu'il va aller gagner par rapport à ses adversaires, aller gagner par rapport à lui-même. Et il a fort à parier que René, avec un tout petit peu plus d'expérience, et là il vient de faire deux triathlons d'Hawaï très très bien réussi, il est probable qu'on le voit finir dans le futur, dans le top 10 sans j'en mettrai probablement ma main à couper. Oui, il n'a que 29 ans tout de même, donc de belles années devant lui, alors que vous découvrez un petit peu une nouvelle fois tout ce qui s'est passé durant cette Ironman d'Hawaï, toutes ces images très très impressionnantes, toutes ces aventures parallèles, toutes ces aventures différentes qui se terminent pas forcément de la même façon, mais qui sont toutes aussi impressionnantes les unes que les autres. Et on peut voir sur chaque finisher la marque à la fois de la joie et de l'effort qu'il a fallu consentir pour arriver jusque-là. Karen Jorgensen, le Danois. À ne pas confondre avec le récent champion d'Europe de cross. On vient encore d'entendre You Can Do It, oui, tu peux le faire. C'est vrai que c'est un petit peu toute la leçon à retenir, c'est être capable de terminer. Et vous voyez, lorsqu'on a franchi la ligne, je peux vous assurer que c'est une sacrée victoire et une sacrée satisfaction. C'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de couples dans le triathlon. C'est vrai que le triathlon, c'est vraiment un mode de vie, c'est quelque chose qu'il faut partager, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui demande énormément d'énergie, énormément de passion. Et par conséquent, le meilleur moyen d'avoir une vie de couple épanouie, c'est bien évidemment de partager la même passion. Ces images se passent de commentaires pour la famille Jordan. Ça sera mon dernier cadeau pour Emily. Avant de la laisser partir. Je peux pas aller plus vite, je serai honnête avec vous. Mais ça durera peut-être un petit peu plus longtemps, mais j'irai jusqu'au bout. Et pour ceux qui ne parleraient pas anglais, Doing It for Emily, vous avez bien évidemment compris. Accomplir cet Ironman d'Hawaï pour Emily. Ils ont tous des raisons différentes, des raisons qui les poussent à franchir la ligne. Et tous sont remarquables. Julie Moss. Et tous sont des vainqueurs. À l'image de Julie Moss, l'épouse de Mark Allen qui franchit la ligne. La famille Allen. On avait plutôt l'habitude de voir l'inverse, Marc franchissant la
Le corps, l'esprit et la personnalité ne font plus qu'un. On est tel qu'on est. Et ils sont nombreux à franchir la ligne, fort heureusement. Et vous voyez ici l'un des concurrents en chaise roulante, cette fois un Australien qui va franchir la ligne. McLean. Si ces images ne vous font pas envie, eh bien c'est à n'y rien comprendre parce que on peut terminer aussi. On lit son beau sourire est toujours là, mais on voit dans les yeux qu'il y a eu cette longue journée. De fatigue pour Alexandra Paul qui va terminer, on vous l'a dit, en un petit peu plus de 13 heures. Elle est heureuse, l'américaine. Y a-t-il des images plus belles pour la promotion du triathlon? On en doute. Quoi qu'il en soit, c'est un grand moment que l'on a passé en votre compagnie. Un grand moment de sport, un grand moment d'aventure humaine pour cette Ironman 1997. Il me semble, Laurent, un beau cadeau pour les fêtes, en tout cas pour tous les amoureux du triathlon et les autres, parce que c'est vraiment une très très grande aventure à l'image de Bob Jordan qui finit pour Emily. Et ça aussi, ça nous fait énormément plaisir. Ah, c'est clair, c'était vraiment un beau cadeau. Pas de problème pour 98, Patrice. La famille Jordan avec le petit Tim et Bob.